Alors, j'invite le président Jean Jantet, mais aussi Madame la Première Dame de Costa Rica, Mercedes Peñas, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Luxembourg, Monsieur Nicolas Schmitt, Monsieur Malik Ba, qui est le conseiller au directeur du cabinet du ministère de la Microfinance et de l'Économie solidaire du Sénégal, Michel Katina, de la Direction générale Marché intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et Petites et moyennes entreprises, et également du groupe d'économie sociale et de l'entrepreneuriat de la Commission européenne, de même que Pascal Van Gritjussen, coordonnateur du programme de développement durable, Institut de recherche des Nations unies pour le développement social et représentant de la Task Force en économie sociale. Alors, nous avons souhaité faire une session davantage ciblée sur un acquis très, très important que les rencontres du Mont-Blanc ont produit, c'est la constitution d'un groupe pilote et qui, notamment, a travaillé en séance plénière au mois de septembre dernier à New York, a produit une déclaration commune dont nous nous saisirons et en même temps nous entendrons les points de vue de ces différentes personnalités qui se sont jointes à nous pour connaître l'importance du groupe pilote, son rôle et vraisemblablement les perspectives qu'il nous faut collectivement développer pour atteindre l'objectif que nous avons, que l'économie sociale et solidaire au plan mondial pèse d'un poids important pour changer la donne, changer peut-être le modèle dominant de développement. Alors, je vais d'abord céder la parole au président Thierry Jantet. Merci à toutes les participantes et participants de cette table ronde. Je vous ai présenté le groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire hier matin, mais je voudrais repréciser un certain nombre de domaines et surtout donner la parole à celles et ceux qui vont le faire vivre avec nous. Je rappelle que lorsque nous avons pris Forum international des dirigeants de l'économie sociale, Rencontre du Mont-Blanc, l'initiative de ce groupe, nous devions évidemment trouver un premier État pour le faire naître, et c'est l'État français qui a répondu présent avec le président François Hollande très vite, avec cette idée donc que nous avaient soufflé les institutions de l'ONU, qu'il fallait un lieu qui permette de soutenir les politiques publiques internationales, nationales, mais aussi locales en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'idée de créer de nouvelles dynamiques, finalement, de nouvelles alliances entre États, villes, territoires, économie sociale et solidaire et d'autres partenaires encore, bien entendu, les institutions internationales de l'ONU. Donc le groupement est né, je dirais, fin 2013. Il y a eu d'abord une première réunion officielle en 2014 au niveau ministériel en parallèle à l'Assemblée générale de 2014 à l'ONU, puis la réunion de haut niveau, le side event de haut niveau qui s'est passé donc le 28 septembre dernier à New York, sous la présidence effective du président François Hollande et notamment avec la présence et l'intervention de la Première Dame du Costa Rica et de représentants d'autres pays comme le Maroc, la Colombie et d'autres États. Aujourd'hui, donc, nous nous trouvons dotés d'une feuille de route, d'une déclaration commune, comme le rappelait le modérateur, Gérald Larose, ce qui représente un pas essentiel. Alors, avant d'en parler, je rappelle que cette déclaration commune va être envoyée par la présidence du groupe pilote international, c'est-à-dire la présidence française, aux autres États, ceux qui ne sont pas encore signataires, et en leur demandant d'adhérer
au groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire. Ça va être un processus assez lent, bien sûr, complexe, mais qui est lancé. Et je pense que le fait qu'il y ait une déclaration commune donne un contenu attirant, inspirant, je dirais, à cette démarche. Alors, cette déclaration porte, bien entendu, sur d'abord, je dirais, les aspects les plus immédiats, la nécessité d'avoir des législations de l'économie sociale et solidaire, d'avoir d'autres formes de politique publique, d'où le premier objectif qui est de favoriser la naissance, l'adoption de lois d'économie sociale et solidaire dans d'autres pays que ceux qui en ont déjà adopté, qui s'appellent loi d'économie sociale et solidaire, qui parfois portent d'autres noms, mais qui en fait sont convergentes avec cette notion, et d'autres, la France en a adopté, vous savez, une, mais l'Espagne aussi, le Costa Rica, l'Argentine et d'autres pays encore. Il y a maintenant un relatif foisonnement, mais on est loin, évidemment, de la majorité des pays, donc c'est un objectif clair, et donc une des idées, c'est d'avoir un guide international de l'adoption de lois de l'économie sociale, non pas pour fixer des règles strictes, bien entendu, mais pour ouvrir au contraire et dire comment les autres pays ont construit ces lois, chacun à sa façon, mais en général qui, là aussi, sont assez convergentes. Premier point. Le deuxième point, c'est de favoriser, dans le même état d'esprit, les partenariats publics économie sociale. Partenariat État économie sociale, partenariat ville ou région ou l'équivalent économie sociale pour favoriser le développement d'économie sociale dans des terrains prioritaires comme l'habitat, la santé, mais aussi la culture ou le sport, mais aussi et de plus en plus en prenant en compte le fait que les élus locaux, régionaux, les maires, les présidents de région ou présidents de communauté sont de plus en plus soucieux d'attirer sur leur territoire des entreprises qui restent sur le territoire. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, notamment les coopératives, les mutuelles et les associations sont, par leur forme de propriété, par leur mode de naissance, je dirais, ancrées, stables sur les territoires. Elles ne sont pas opéables, elles ne font pas l'objet d'opérations d'achat sauvages, elles ne cherchent pas à se délocaliser. Quand elles franchissent les frontières, c'est souvent en partenariat avec d'autres coopératives ou d'autres mutuelles d'autres pays. Et donc, les élus sont attirés par ce mode d'entreprise qui nécessite effectivement de nouveaux modes de partenariat entre les collectivités communales ou régionales et l'économie sociale, par l'intermédiaire de fonds de développement, par exemple, pour ne donner que cet exemple-là. Un des autres objectifs fixés par la déclaration, c'est justement à ce propos d'organiser une conférence internationale du financement de l'économie sociale et solidaire, probablement en 2017, parce qu'il faut la construire, avec les banques coopératives, avec la Banque mondiale, peut-être le FMI, je ne sais pas, avec les banques régionales et d'autres acteurs. C'est un objectif lourd, mais c'est un objectif effectivement essentiel. Dans cette déclaration commune, il y a aussi d'autres objectifs. Je ne vais peut-être pas tous les énumérer, mais je voudrais en énumérer encore deux. Un qui est la formation, sensibilisation à l'économie sociale, et c'est très important. Si on veut notamment que les jeunes s'emparent de l'économie sociale pour créer des activités chez eux, dans leur ville, dans leur territoire, dans leur pays, il faut leur fournir un certain nombre de clés. Et ça passe par la formation et la sensibilisation. Et puis, dernier exemple, c'est la participation de l'économie sociale à la fabrication d'indicateurs de richesse qui correspondent à des objectifs non seulement économiques, mais à des objectifs sociaux, civiques et bien entendu écologiques. Donc voilà le cadre, je dirais, de cette déclaration commune, qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre, et c'est pour ça que les interventions qui vont suivre sont très importantes. Il ne suffit pas de l'avoir adoptée, il faut maintenant la décliner. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction des interventions qui vont se faire maintenant. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président.
nous avons appris qu'effectivement, l'État du Costa Rica s'est profondément engagé, fermement engagé dans le groupe pilote et aussi à sa promotion. Nous avons eu l'honneur d'entendre déjà Madame la Première Dame qui, à nouveau, s'exprimera sur la question du groupe pilote. Alors, j'invite Madame Mercedes Peña à prendre la parole. Buenas tardes. Donc, comme je vous l'ai dit hier, j'ai mentionné le fait que le Costa Rica a été le dernier pays à rejoindre ce groupe pilote international et nous avons signé la déclaration le 28 septembre dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et nous l'avons fait car, comme je l'ai mentionné précédemment, hier notamment, nous sommes tout à fait d'accord avec les objectifs qui ont été définis par le groupe pilote international et bien entendu nous adhérons aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et nous pensons qu'il s'agit là d'un instrument essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, des objectifs que nous avons d'ailleurs déjà adoptés. Et nous devons jouer un rôle de premier plan pour atteindre ces objectifs. Nous jouons un rôle important en tant que pays. Et conformément aux politiques du gouvernement, nous devons adopter ces différents objectifs pour remplir notre propre mission et atteindre nos propres objectifs également au plan national. Il ne s'agit pas simplement de poursuivre ce qui avait déjà été initié, car ce projet pilote, groupe pilote, repose sur 4 ou 5 piliers fondamentaux, notamment le cadre juridique, comme je l'ai mentionné hier. Nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne les programmes visant à éradiquer la pauvreté. Ensuite, un plan stratégique pour le développement et la croissance économique et les politiques en faveur de l'emploi. Nous avons également créé un réseau institutionnel et à cette fin, nous avons créé un bureau pour l'économie sociale et nous sommes d'ailleurs en train de modifier la législation en conséquence. Un autre besoin a été identifié, la nécessité de nouer des alliances stratégiques. Nous avons initié des projets visant à favoriser l'emploi, des projets bénéficiant de financement public. Nous avons également lancé un prix pour récompenser les activités portant sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons également créé la Chambre nationale de l'économie sociale et solidaire. Nous avons notamment identifié les sources de financement nécessaires afin de répondre aux besoins de l'économie sociale, notamment en utilisant des fonds de développement, des fonds sociaux. Et d'ailleurs, nous avons renforcé la connaissance avec des espaces de gestion de la connaissance qui ont été créés, notamment en mettant l'accent sur l'économie sociale et solidaire, car nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent aux valeurs mais ne se reconnaissent pas en tant qu'entreprise ESS. Donc il faut réellement poursuivre cette dynamique, il faut renforcer la connaissance, il faut sensibiliser, il faut former pour renforcer cette notion d'économie sociale et solidaire. Et tout cela dans le cadre du ministère de l'économie et du travail. Donc ce groupe pilote international a mis l'accent sur ces 4 ou 5 piliers fondamentaux. Et cela nous a aidés en termes d'organisation afin d'identifier une direction très claire. Effectivement, lorsque vous travaillez seul, lorsque vous travaillez isolé, vous n'obtenez pas les mêmes résultats, même si nous avons tous notre propre identité. Le Costa Rica, comme je vous l'expliquais hier, avait déjà mis en place des mesures d'économie sociale depuis le 19e siècle. Mais lorsque vous travaillez de manière isolée, il est très difficile d'avancer. Il faut s'enrichir des expériences des autres pays.
observer les progrès réalisés dans d'autres pays. Cela nous permet d'améliorer l'existant et redresser le tir si nous pensons que nous ne sommes plus sur la bonne voie. Cela permet également de nourrir un débat interne extrêmement riche. Donc pour nous, il est essentiel de participer à ce groupe pilote international afin d'enrichir notre propre expérience et contribuer. Bien entendu, nous ne sommes pas un modèle. Chaque pays est unique et chaque expérience est unique et il faut considérer la situation telle qu'elle. Mais si nous pouvons contribuer, si nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, nous le ferons. Mais il nous faut favoriser cette expérience collective pour nous enrichir les uns les autres. Et pas uniquement en tant que gouvernement. Nous devons également renforcer les liens qui existent avec les coopératives, par exemple, au sein des différents pays, car je sais, et nous savons, qu'il y a énormément d'avantages liés à ces structures, l'ouverture au marché, les valeurs ajoutées des produits liés à ces modèles. Et sous l'angle de l'économie sociale et solidaire, nous savons que ce groupe pilote international est essentiel. Nous devons renforcer ces modèles, améliorer nos pratiques, faire preuve d'encore plus d'innovation, et notamment en ce qui concerne le changement climatique. Le Costa Rica va être particulièrement concerné par le changement climatique. Vous savez que le Costa Rica est un petit pays, environ 50 000 km², avec 2 zones côtières, et nous allons être particulièrement touchés par le changement climatique. Et d'ailleurs, cette année, nous avons vécu une sécheresse intense dans une de ces zones côtières et nous devons nous adapter. Et l'économie sociale et solidaire a beaucoup à apporter pour lutter contre ce changement climatique. Il s'agit là d'un domaine extrêmement important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous devons nous inscrire dans ce mouvement et faire partie de ce groupe pilote international. Ensuite, la coordination des institutions publiques. Nous avons déployé tous nos efforts pour contribuer aux documents, aux directives stratégiques, aux différents documents qui ont été mentionnés. Mais il faut ensuite appliquer ces règles, car les règles, c'est une chose, mais comment les appliquer au territoire de manière pratique, de manière concrète. Et nous avons déployé tous nos efforts en termes d'articulation, en termes de liens, en termes d'application au sein des territoires. Et vous savez que nous sommes présents dans 33 territoires différents. Et nous avons couvert 60% de nos territoires, avec des territoires extrêmement diversifiés. Nous avons notamment des territoires avec des taux d'inégalité extrêmement élevés et nous devons utiliser au mieux tous les fonds disponibles afin de renforcer les différentes initiatives ESS en prenant en compte les enjeux du territoire pour renforcer les économies des territoires. Vous avez notamment des PME qui sont concernées, mais l'ESS doit réellement renforcer les territoires. Et nous travaillons avec 6 institutions, des ministères, avec une vision territoriale. Et nous essayons d'articuler ces différents fonds à partir du gouvernement central. Vous savez que le Costa Rica est un gouvernement hautement centralisé avec 98% des investissements publics qui sont décidés par le gouvernement central et seuls 2% de ces investissements sont gérés par les collectivités. Donc il est très difficile de parler de développement local lorsque toutes les ressources sont centralisées au niveau du gouvernement. Nous devons donc encourager ces efforts avec de nouveaux modes de gouvernance, notamment en termes de décentralisation. Nous devons renforcer les processus participatifs. Nous devons également encourager le dialogue entre les institutions. Nous devons favoriser les initiatives émanant des territoires.
et renforcer, promouvoir l'économie sociale et solidaire au sein de ces différents territoires. Donc voilà, en résumé, ce que nous faisons. Notamment sur la base de ces documents préparés par le groupe pilote international de l'ESS. Et nous essayons d'appliquer cela de manière concrète. Et il nous faut bien comprendre que nous allons devoir encore redoubler d'efforts à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Peña, qui nous a donné bon nombre de raisons pour nous-mêmes être des agents qui vont stimuler nos propres États à s'impliquer dans le groupe pilote. Il y a d'abord le reflet d'engagement du pays à y participer, mais également des avantages à tirer pour le partage des expériences et développer un rapport de force global pour que d'autres États légifèrent en faveur de l'économie sociale et solidaire et voient un intérêt à ce que ce type d'économie participe à souvent une relance de l'économie ou à son développement plus extensif, rejoignant des objectifs d'équité ou des objectifs de partage de richesses. Alors, merci beaucoup, Madame Peña. Je vous présente maintenant et je demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Luxembourg, M. Nicolas Schmitt, à prendre la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais faire part de l'extrême joie que j'éprouve d'être ici, non seulement parce que c'est un endroit magique, mais aussi parce que ce qui se prépare ici est extrêmement profond et je crois est en train de poser depuis 10 ans déjà des bases très solides pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense que le fait d'avoir adopté cette déclaration est tout à fait dans la nature des choses et répond aussi à un défi colossal. Le défi colossal, c'est que effectivement, le monde a traversé une de ses pires crises et on n'est pas sorti de cette crise puisqu'on voit que les choses, même dans les pays émergents, sont en train de vaciller. En Europe, nous avons toujours plus de 20 millions de chômeurs et la croissance ou le modèle de croissance, j'irai plus loin que de parler de croissance, mais de modèle de croissance, risque aussi de s'essouffler puisqu'on parle de plus en plus en fait d'une fin de ce modèle de croissance. Le changement climatique a été évoqué déjà à plusieurs reprises. Donc les défis sont colossaux et les défis sont aussi globaux. Mais bien sûr, ces défis globaux se traduisent au niveau local, au niveau du village, au niveau des villes, avec une urbanisation sauvage souvent qui crée énormément de problèmes à la fois environnementaux, mais aussi des problèmes humains, des problèmes de violence, comme hélas nous l'avons vécu ces derniers jours. Et donc je crois qu'il faut prendre conscience que ce modèle de développement que nous avons eu ces dernières décennies est arrivé à une forme d'épuisement. Et donc que de nouvelles solutions sont attendues, qu'il faut se tourner vers d'autres modèles de développement. Et d'ailleurs, quand je lis la fameuse déclaration des Nations Unies, ambitieuse, elle aussi, qui parle de transformer notre monde pour un agenda 2030 pour le développement durable. Et développement durable, c'est bien sûr, c'est la nature, c'est l'environnement, mais c'est d'abord l'humain. C'est d'abord l'humain. Et il faut donc construire ce modèle alternatif, praticable. On a parlé ce matin d'utopie, mais j'ajouterais, oui, utopie, mais utopie concrète. Utopie maîtrisée, utopie réalisable. Et je crois que c'est la seule manière pour définitivement renvoyer, là
permettez-moi cette expression, aux poubelles de l'histoire, cet consensus de Washington qui nous a franchement mis dans une crise impossible et qui malheureusement continue encore à inspirer dans beaucoup d'aspects nos politiques. Donc je pense que le modèle que propose l'économie sociale et solidaire est un modèle qui va au-delà simplement d'entreprendre différemment. Mais c'est un modèle qui nous incite aussi à organiser nos sociétés différemment, de reprendre finalement un certain nombre de valeurs démocratiques, de planifier un peu différemment, voire beaucoup différemment, la façon dont nous vivons ensemble, dont nous travaillons. Et tout cela, bien sûr, dans un contexte où non seulement l'économie est en train de changer, mais où les technologies nous posent aussi de nouveaux défis. Nous sommes en phase de changement profond dans nos économies dû à une révolution technologique qui est probablement comparable à la première révolution industrielle. Et donc, c'est aussi cet aspect-là qu'il faut absolument prendre en compte. Et ce matin, nous avons discuté de l'impact du numérique et comment est-ce qu'on va maîtriser le numérique pour que la digitalisation, pour que cette nouvelle économie, à la fin, ne va pas déboucher à une situation où finalement nos sociétés sont en train de se décomposer, où le travail perd de sa signification, de son sens, où la pauvreté, la division au sein de nos sociétés va encore augmenter, puisque nous constatons aujourd'hui que les inégalités se creusent souvent entre pays, pas toujours, mais souvent entre pays, mais se creusent surtout dans nos pays, y compris dans nos pays européens, y compris dans les pays européens les plus avancés, entre guillemets. Donc, je pense que nous avons besoin d'un vrai changement d'échelle et que nous devons mobiliser à tous les niveaux les forces politiques, les forces syndicales, la société civile, les entreprises, oui, je les y inclus, parce qu'une entreprise responsable qui réfléchit l'avenir, qui voit l'avenir, doit aussi s'engager dans un tel processus. Et donc, je ne peux que féliciter les auteurs de cette déclaration pour nous engager, en quelque sorte, dans cette réflexion, mais aussi dans cette action vers le changement. Alors, quelques remarques. Je pense que la pauvreté, elle a été évoquée par Madame la Première Dame, elle est une réalité dans toutes nos sociétés. Et la pauvreté a besoin de réponses concrètes. Et j'ai à plusieurs reprises entendu, l'économie sociale, ce n'est pas l'économie des pauvres, mais c'est l'économie qui devrait permettre aux pauvres de retrouver un chemin d'intégration dans la société. Je crois que ça, c'est une mission noble, c'est une mission aussi économiquement raisonnable, puisque si nos sociétés partent un peu dans tous les sens, c'est parce que les inégalités, parce que la pauvreté, parce que l'exclusion, finalement, fait tousser le moteur. Et il faudrait réfléchir à ça. D'ailleurs, nous avons suffisamment d'exemples en Europe. Quand vous poussez des pays à des niveaux d'austérité, la conséquence, ce n'est pas une croissance qui va soudain arriver comme cela par une sorte de deus ex machina, mais en fait, vous voyez que la société se met en morceaux, des jeunes sont au chômage avec des taux de chômage qui atteignent parfois les 50%, les petites et moyennes entreprises disparaissent par milliers, en fait, la conséquence, c'est la pauvreté. Et c'est à partir de là qu'il faut reconstruire des économies. Et ce que je pense, c'est que nous avons une grande mission pour offrir l'aide de l'économie sociale et solidaire comme un élément central de reconstruction, notamment dans les pays qui ont été le plus affectés par la crise. Comment est-ce qu'on va reconstruire un pays comme la Grèce, par exemple? Comment est-ce qu'on va redonner une perspective aux jeunes
en Europe, en Espagne y compris, où l'économie solidaire a d'ailleurs montré que c'était le secteur le plus résilient. Mais comment est-ce qu'on montre aussi une perspective aux jeunes dans nos pays voisins? J'ai beaucoup parlé à nos amis marocains, à nos amis africains. Donc je crois que là aussi, la solidarité, elle doit dépasser nos frontières. Et l'instrument de l'économie sociale et solidaire doit être un élément de progrès, un élément de développement important. D'ailleurs, la présidence luxembourgeoise a fait de l'économie sociale et solidaire un élément prioritaire de sa présidence. Parce que je crois qu'il faut construire un contrepoids au discours ambiant. Parce que, bon, je dois regretter que, effectivement, après tout ce qui s'est passé, dans les discours, les choses n'ont pas tellement, dans les discours économiques, les choses n'ont pas tellement changé. On parle toujours qu'il n'y a qu'une voie de sortie de la crise, c'est la compétitivité. Je ne remets pas en question la compétitivité en tant que telle, mais elle n'est pas la solution unique aux problèmes que nous traversons. Je pense que ce qui est important, c'est la formation. D'ailleurs, nous avons lancé en tant que présidence luxembourgeoise une initiative avec nos amis des pays du Maghreb pour dire qu'il faut maintenant urgemment proposer aux jeunes dans les pays du Maghreb une perspective de formation qui mène vers l'emploi. Alors la formation, c'est une chose, l'emploi, c'en est une autre. Et je crois que la mobilisation par l'économie sociale et solidaire, par la création d'emplois qu'elle permet dans ces pays, devrait permettre à construire aussi avec d'autres éléments. Et là, bien sûr, les investissements privés, les investissements étrangers sont aussi nécessaires. Mais c'est un élément important pour précisément stabiliser ces pays. Un dernier mot. Il y a eu, il y a quelques jours, une conférence à La Valette sur les réfugiés. Et je crois que c'est devenu en Europe maintenant une grande question politique, les réfugiés. Et on a fait une conférence avec les pays, notamment africains. Mais ce que je ne vois pas suffisamment dans les résultats de cette conférence, c'est l'approche positive, l'approche de dire oui, nous avons des choses en commun à construire. Parce que finalement, s'il y a des millions de jeunes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de partir et d'essayer de peut-être se construire une vie un peu meilleure en Europe notamment, c'est parce que la situation économique chez eux, elle est catastrophique et qu'ils n'ont aucune perspective. Et là aussi, je crois que toutes les initiatives qui sont en train d'être prises en Afrique pour repenser le modèle de développement, eh bien, ça nous engage à repenser un peu notre modèle de coopération. Donc, là aussi, l'économie sociale et solidaire doit être un élément plus clairement identifié dans nos politiques de coopération. Et un dernier mot, c'est sur le financement. Oui, je crois qu'il est absolument urgent, là aussi, d'avoir une conférence pour dire comment est-ce qu'on peut avoir d'autres modes de financement. D'ailleurs, nous l'avons fait, nous allons le faire la semaine prochaine à Luxembourg pour réfléchir sur la finance au service de l'économie sociale, parce que nous savons tous qu'il n'y aura pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emploi si on n'a pas des financements. Mais avec la finance telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, on ne va pas avoir ce changement d'une échéance ou d'une vraie échelle supérieure. Donc je pense que le grand défi, c'est de changer la finance et de la mettre aussi au service de l'économie et du social. Merci.